Bonsoir Benoît Perrin, merci d'être avec nous, directeur général contribuable associé. On va parler notamment de la retraite avec vous. Un déni français total, c'est un tabou. C'est un tabou et c'est surtout un sujet extrêmement lourd dans les finances publiques puisque c'est à peu près 25% de la dépense publique. Donc c'est un sujet, si on doit faire des économies, dont on doit absolument se préoccuper. Mais le problème, c'est que cela fait un an qu'Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale et tout est bloqué. Ça aussi, on y reviendra, bien évidemment, Benoît, dans un instant. Vous parlez de dépenses publiques, mais c'est aussi des recettes pour la consommation. C'est aussi des recettes pour la consommation, je ne dis pas le contraire, je dis juste que ça pèse. Ça annonce du débat. Pour le recul progressif de l'âge de départ à la retraite en Europe, il s'explique, vous me dites, mon cher Benoît, si je me trompe, principalement par le vieillissement démographique et les impératifs budgétaires. C'est factuel finalement. Donc le système sera déficitaire, quoi qu'il arrive, si rien ne bouge finalement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est très simplement que le système de retraite français est basé sur, vraiment exclusivement basé sur la démographie. Donc quand vous avez beaucoup d'actifs et peu de retraités, évidemment, ça colle. Là, depuis des années, malheureusement, on a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités. Donc on se doute bien que l'équipe ne peut plus être respectée. Et d'ailleurs, le corps le précise bien, c'est qu'on est dans un déficit chronique, surtout du régime général, et on part vraiment vers des catastrophes. À tel point d'ailleurs que la Cour des comptes, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, expliquait que la sécurité sociale, mais en plus général, était en risque de liquidité, c'est-à-dire qu'en fait n'allait pas être en mesure d'emprunter suffisamment d'argent pour être en mesure de payer les différentes prestations sociales dès 2027. Bon. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, je crois, c'est que sur ce sujet, les Français, ils ont bien compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont près de la retraite, qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être en pré-retraite, parce qu'ils savent très bien que, entre guillemets, il n'y en aura pas pour tout le monde, puisqu'on est à la fin d'un système. Vous avez un taux d'épargne qui est extrêmement important chez les Français, à peu près 17%, qui est un des plus hauts taux d'épargne d'Europe, parce que les Français ont bien compris qu'il faut justement se préparer une épargne de précaution pour la retraite. Et enfin, si vous parlez bien sûr aux jeunes, ils ont bien compris qu'ils n'auront pas de retraite. Et d'ailleurs, on assiste de plus en plus à une espèce de, on va appeler ça une espèce de guerre générationnelle entre les jeunes qui effectivement ont conscience que le fardeau est très lourd parce que le poids des retraites est très lourd sur leur salaire, taux de cotisation à peu près 30%, c'est absolument énorme. Et de l'autre côté, des retraités, et c'est bien légitime, qui aspirent évidemment à avoir leur pension de retraite toujours payée. Donc très concrètement, des solutions, on n'a pas 15 000, vous l'avez dit Olivier. Et le corps le précise bien. Première préconisation du corps, c'est potentiellement de désindexer les retraites sur l'inflation. Deuxième solution, c'est d'augmenter les cotisations, soit des salariés, soit de la part patronale. Mais on voit bien que si on augmente la part de cotisation des salariés, c'est moins de pouvoir d'achat. Ouais. Si on augmente la part des cotisations patronales, c'est une compétitivité qui sera pour le coup affectée et du coup potentiellement moins d'embauches. Et la dernière solution, qui est presque la solution qu'ont adoptée la plus grande partie des pays qui sont confrontés à un vieillissement de la population, c'est naturellement le report de l'âge de la retraite. Alors là, on fait des projections sur 2070. Il est évidemment extrêmement compliqué de vérifier ces chiffres-là. Mais il faut bien comprendre quand même que quasiment tous les pays d'Europe ont repoussé l'âge de la retraite parce qu'ils sont confrontés à cette difficulté. Et je crois que le sujet central aujourd'hui, c'est pas tant de se dire il faut absolument sauver coûte que coûte le système par répartition, parce qu'on l'a dit, économiquement, c'est presque déjà mort. C'est mort, ouais. C'est surtout penser à d'autres sources de financement. Et là, on en vient sur un autre tabou de la vie politique française, qui est le sujet de la capitalisation. Bien sûr, à savoir que la répartition, on cotise. Et pour ceux qui sont aujourd'hui à la retraite, la capitalisation, à l'inverse, on capitalise pour soi-même. Et là aussi, tous les pays d'Europe, une grande partie en tout cas, ont mis en place à la fois le report de l'âge de la retraite et en même temps une part de capitalisation. Je crois qu'il n'y a personne qui souhaite une capitalisation à 100%. Ça serait trop risqué, bien sûr, de tout baser sur les marchés financiers. En revanche, construire une espèce de pilier à hauteur de 30%, par exemple, des pensions sur la capitalisation, ça me semble être une réforme absolument indispensable. Et on y vient. Les syndicats, d'ailleurs, même la CFDT, est de plus en plus ouverte à cette possibilité. Le vrai sujet, ça va être la phase de transition. C'est que ça va être très compliqué d'introduire cette capitalisation parce que ça coûte cher. C'est vrai, mais encore une fois, il faut, je crois, faire attention à ne pas faire une guerre entre les actifs et les inactifs, puisque pour les actifs, les poids des charges sont extrêmement lourdes, ce qui pénalise considérablement leur pouvoir d'achat. J'y reviens, les cotisations retraite pour un cadre, c'est à peu près 28%. C'est énorme. Pour un smicard, c'est à peu près 21%. Donc je veux dire, c'est quelque chose qui, je crois, repose trop lourdement
sur les actifs et sur les gens du coup qui travaillent. Avec ce sentiment. Il faut trouver quand même d'autres sources de financement, sinon on s'en sortira pas. Oui, il faut favoriser, parce que c'est toujours très difficile de trouver des boutons très efficaces pour stimuler justement la natalité d'un pays, mais néanmoins, tant que cette natalité n'est pas redressée, et objectivement il y a très peu de pays de l'Ouest qui ont réussi à relancer leur natalité, au-delà de cette question qui est encore une fois très difficile à régler, il faut quand même se poser la question du financement. Et l'élargissement, effectivement, de l'assiette qui permet justement de payer les pensions de nos retraités actuels, c'est une question qu'on doit se poser parce que c'est trop lourd sur les gens qui travaillent. Alors, je ne sais pas, en tout cas, moi, c'est une impression que j'ai qui est peut-être partagée, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment, et vous l'avez dit à juste titre, quand vous êtes retraité, vous avez mérité votre retraite, mais on a le sentiment que le pouvoir d'achat d'un retraité, aujourd'hui, est plus important que celui d'un travailleur. Alors, je ne sais pas si c'est une impression ou les pas. Les études sont elles se contredisent, mais on va dire qu'on est à peu près à un niveau de vie à peu près égal, qui était effectivement pas le cas il y a 20 ans où effectivement les retraités avaient un niveau de vie inférieur à ceux qui travaillaient. Aujourd'hui, on est à peu près à un niveau égal et ce qui en dit beaucoup, je crois, justement. Que le travail ne paye plus. Le travail ne paye plus, mais voilà. Comment faire pour que le travail paie davantage ? Encore une fois, il faut, évidemment, baisser les charges, et deux, il faut permettre à nos entreprises de se développer, parce que ce qui permet, la première raison de l'augmentation de salaire, c'est évidemment des questions fiscales, mais c'est aussi des questions économiques. Donc plus nos entreprises gagneront de l'argent, mieux elles pourront rémunérer leurs salariés. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui... d'inaction. Enfin, le drame, c'est qu'effectivement, on va arriver à... Il y a des enjeux extraordinaires pour la France. Rien ne va être fait pendant 2 ans. On va tous attendre la prochaine élection présidentielle, où là, pour le coup, on espère que des choix clairs seront faits. Et surtout, je crois, on espère que une fois que le président de la République sera élu, eh bien, il aura quasiment 100 jours pour vraiment, pour le coup, réformer la France. Parce qu'en fait, on a bien compris que si les réformes ne sont pas faites dans la foulée, justement, de l'élection, en fait, il ne se passe rien pendant le quinquennat. Oui, il y a peu de pistes. Pour l'instant, il y a des ballons d'essai qui ont été envoyés par certains ministres. François Bayrou a vraiment sifflé à la fin de la récréation en disant maintenant, on ne fait plus de ballons d'essai, on ne fait plus aucune annonce. En revanche, effectivement, vous avez raison, l'hypothèse de l'année blanche est peut-être une hypothèse qui tient vraiment la corde. Pourquoi ? L'année blanche, c'est quoi, pardon ? C'est simplement le fait de reporter d'une année sur l'autre la dépense publique. C'est-à-dire qu'on ne dépense pas 1 euro de plus en 2026 que nous aurons dépensé en 2020. Donc on fait des économies, finalement. C'est un gel de la dépense. Ça règle les problèmes. Ça règle pas les problèmes, mais au moins, ça met un frein à la question que j'aurais dû vous poser. Il faut comprendre que la dépense publique, elle progresse année après année. On nous dit toujours, oui, on a fait un effort de 20 milliards, c'est vrai, mais c'est sur un tendanciel, c'est-à-dire qu'on devait dépenser 100, on a fait un effort de 30 milliards, très bien, mais on a quand même dépensé 70 milliards de plus. Vous me voyez gigoter, parce qu'il reste 30 secondes, et il fallait que je vous pose cette question, Benoît. C'est que Amélie de Montchalin dit aujourd'hui dans les colonnes de JDD, notre cap, c'est pas d'impôts, pas d'augmentation d'impôts pour les Français. Honnêtement, je crois qu'il y a peu de Français qui y croient, ouais. Et en tout cas, un angle qu'ils risquent d'utiliser, c'est la suppression d'un certain nombre on appelle ça de dépenses fiscales, donc de niches fiscales. Et en fait, supprimer une niche fiscale ou renier une niche fiscale, c'est en fait très concrètement une augmentation d'impôts qui est déguisée. Donc le gouvernement va, comme malheureusement le font beaucoup de gouvernements, utiliser un certain nombre de stratagèmes pour faire croire aux Français qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts alors qu'il y aura des augmentations. Donc c'est Nicolas qui paie, si je puis reprendre ce mouvement sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup Benoît Perrin, c'est toujours une joie de vous accueillir sur ce plateau de 100% politique sur CNews. On va